Bienvenue à toutes et à tous, c'est Sébastien Bruno-Durand, le créateur du podcast indépendant Parlons de votre mental. Après une première saison avec 20 épisodes, avec des invités issus d'univers très variés, je repars à la rencontre d'incroyables personnalités qui, je l'espère, vous inspireront dans votre quotidien et viendront booster vos ressources psychologiques pour être performants dans vos réalisations personnelles, professionnelles, sportives et vous aideront à être bien dans vos baskets. Nos invités se livreront cette saison à un portrait chinois, parleront des actualités et projets qui les animent et des qualités mentales qu'ils utilisent depuis des années. Soft skills, confiance en soi, motivation, gestion des émotions, gestion des échecs, ainsi que leur capacité à rebondir pour toujours aller plus haut, plus loin, en étant toujours positif. Excellente écoute à toutes et à tous et découvrons avec plaisir notre invité du jour. Bienvenue sur un nouvel épisode de Parlons de votre mental. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas accueilli parmi nos invités une athlète de haut niveau. On était resté sur quelques entrepreneurs et du coup, on va repartir un petit peu en quête d'aller interviewer des athlètes. Donc, j'ai le plaisir de recevoir Célia Merle. Salut Célia. Bonjour. Alors Célia, qu'est-ce que tu peux nous raconter de toi? Quel sport tu fais? Alors, je pratique le triathlon, du coup, à haut niveau. Je suis licenciée à Issy-les-Moulineaux. Je m'entraîne au Crêpes de Montpellier. Alors, j'ai eu l'idée d'aller interviewer Célia parce que j'avais interviewé sur le début de la saison 2 sa sœur, Audrey. Et comme elles sont tout le temps fourrées ensemble et sur les photos, je me suis dit, il faut absolument que j'aille interviewer Célia pour qu'elle me raconte un petit peu et qu'elle nous parle de son mental. Oui, c'est ça. Donc, Célia, t'es plus jeune que ta sœur, il me semble. J'ai 4 ans de moins, c'est ça. Tu as le même parcours qu'elle? Tu peux nous parler un peu de ton parcours? Oui, je vais pas être très originale. C'est très ressemblant, hein. Je suis issue de la natation. J'ai passé 10 ans dans les bassins jusqu'à atteindre le haut niveau sur mes 2 dernières années de natation à Clermont-Ferrand. Et du coup, j'ai découvert moi le triathlon en suivant un peu ma sœur sur les courses. Et j'ai décidé comme elle de quitter mes parents à 16 ans, donc relativement tôt, et de m'installer à Montpellier pour poursuivre mon projet. Et du coup, j'ai basculé de la natation au triathlon à ce moment-là. D'accord, donc tu t'entraînes à Montpellier, mais tu représentes le club d'Issy-les-Moulineaux, c'est ça? C'est ça. Comme le veut la tradition, je vais te proposer de faire un petit portrait chinois, ce qui va nous permettre d'un petit peu mieux te connaître, si tu es d'accord. Alors, le principe, il est très simple. C'est, je te pose une question, tu y réponds et tu justifies ta réponse. Ça va. Alors Célia, si tu devais choisir une couleur, laquelle choisirais-tu? Alors je pense que si je regarde chez moi, j'ai pas mal de rouge et à mon avis c'est lié un peu à mon fort caractère. Je pense que c'est une couleur qui s'impose un peu. Et j'ai aussi eu beaucoup de bleu et de vert et je pense que c'est un mélange un peu entre l'espoir et la paix et voilà. Ok. Si tu devais choisir un seul livre, lequel choisirais-tu? Alors je vais pas vous mentir, je lis pas beaucoup, voire plus du tout. J'ai pas le temps, ce serait bien que je m'y remette. Mais je sais que dans mes années de collège, j'avais un livre qui m'avait beaucoup marqué, et c'était de Amélie Nothomb. Et ça parlait de la guerre, notamment des camps de concentration où les humains étaient réduits à des chiffres, et ça m'avait beaucoup marqué et beaucoup interrogé sur la société. Si tu devais choisir une fleur. Oula. C'est plus gai que les camps de concentration, la fleur. Ouais, là c'est sûr. Je pense que un coquelicot, ça reste dans le thème du rouge. Et pourquoi le coquelicot par rapport à la couleur? Oui, je pense. Si tu devais choisir un objet. Un objet, je pense que ce serait mon téléphone. Hein. Je suis très accro au réseau et aussi parce que j'aime beaucoup photographier et je voyage beaucoup, donc j'ai beaucoup de souvenirs dans mon téléphone. Faire attention à tout sauvegarder sur l'iCloud. Oui, c'est ça. Si tu devais choisir une planète. Je dirais Mars, parce que je suis née en mars, tout simplement. Le moment de la journée que tu préfères. Je pense le soir, quand les entraînements sont finis, ça fait du bien de se poser et de se dire qu'on a accompli tout ce qu'on voulait faire dans la journée. Une qualité. Je dirais travailleuse. J'ai appris dans mon parcours de natation surtout. J'étais un petit peu l'enfant qui était pas forcément le plus travailleur dans mes années très jeunes. Donc je parle de quand j'avais 14 ans et j'ai découvert un entraîneur, donc mon dernier en natation, qui m'a fait devenir
cette sportive bosseuse. Et en fait, j'ai appris beaucoup de choses sur moi et j'ai appris à être fière de moi et à être fière de ce que j'accomplissais. Et donc, je pense que aujourd'hui, ça m'a pas lâché et c'est vraiment ma qualité, je pense. C'est ce que mon entraîneur me dit souvent et retient souvent de moi. Donc, ta force de travail. C'est ça. Si tu devais choisir un mot. Vivre. C'est un joli mot. Et une petite dernière, si tu devais choisir une saison de l'année, tu choisirais laquelle? À l'été. Pourquoi l'été? En triathlon, ça représente la saison de compétition, donc c'est vrai que c'est toujours un peu plus fun parce qu'on attend longtemps cette saison. On attend beaucoup ce moment. On travaille tout l'hiver et finalement on travaille pour prendre le départ des compétitions. Donc voilà, c'est l'été que j'aime bien. Et puis aussi aller nager en mer, être un peu plus en contact avec la nature. Bon, on en a fini avec le portrait chinois, ce qui nous a permis de savoir un petit peu ce que tu aimais. On va parler sur le sujet qui nous intéresse, c'est-à-dire ton mental. Si à ce jour tu te retournes sur ton parcours, de quoi es-tu le plus satisfaite? Je pense que c'est de n'avoir jamais abandonné et d'avoir cru en moi, parce que j'ai eu un parcours en fait assez atypique dans le triathlon, c'est-à-dire que ça c'est ce qui me différencie beaucoup de ma sœur, c'est que en fait au moment où j'ai décidé de quitter la natation pour arriver dans le triathlon, ça a été très dur. J'ai pas eu forcément la fédération qui m'a aidée et j'ai dû faire des choix et des sacrifices et j'ai été beaucoup amenée à travailler toute seule. Parce que voilà, je suis arrivée à Montpellier, j'étais mineure, j'avais mes 2 dernières années de lycée, donc première et terminale. Et en fait, j'ai pas eu l'aide tout de suite de la fédé, j'ai pas été intégrée rapidement dans une classe à horaire aménagé, donc j'ai beaucoup galéré surtout sur mon année terminale. Et voilà, et je pense que je suis très fière de cette année qui a été très dure. Hein. Et je pense un peu trop avec du recul puisque ça a abouti à une fracture fatigue le lendemain de la dernière course de la saison. Parce que je pense que c'était une année très compliquée, intense. Et je suis vraiment fière de cette année parce que j'ai beaucoup travaillé, je me suis entraînée beaucoup seule. Et voilà. La phrase « rendre possible l'impossible », ça te parle? Oui, beaucoup. Parce qu'en fait, moi, j'ai du coup, au début, il y avait une phrase que j'aimais bien, c'était crois en toi, sinon personne ne le fera à ta place. Et en fait, je me suis retrouvée vraiment dans ce schéma-là au début. Et du coup, j'avais pas vraiment le choix d'avoir confiance en moi et de foncer tout droit, en fait, en ce que je croyais, quoi. Oui, t'as surtout capitalisé sur toi avant de pouvoir que les autres s'intéressent un petit peu à toi. C'est ça que tu es en train de me dire? C'est exactement ça, ouais. J'ai dû me battre et montrer peut-être un peu plus que mes concurrentes de l'époque pour obtenir mes premières sélections en équipe de France. Et je l'ai souvent perçu comme une injustice. Et en fait, aujourd'hui, avec du recul, je le vois presque comme une chance parce que du coup, j'ai pu approfondir sur moi-même et finalement, je le prends comme une chance. Bon, on va approfondir sur le mental. Si tu devais définir le mot mental, tu le définirais comment? Compliqué comme question. Je pense que c'est un élément qui est déterminant dans la performance et il peut être positif ou négatif. Si je fais un schéma, une addition très simple, pour moi, la performance, aujourd'hui, ça correspond à nos capacités physiques et aussi à notre capacité mentale. Donc voilà. Donc je pense que la capacité mentale, si elle est positive, elle va venir augmenter notre performance et à l'inverse, elle peut venir un peu décevoir quelques performances. Quand tu parles de capacité, tu y mets quoi derrière? Dans la capacité mentale? Oui. Je pense que déjà c'est une habilité, hein. C'est une habilité qu'on a, mais elle est entraînable en fait. Donc aujourd'hui, moi je l'ai un peu mis de côté au début de ma carrière et en fait c'est comme les capacités physiques, c'est quelque chose qu'on a en nous, mais qu'on peut entraîner tous les jours. Donc tu dis qu'elle est entraînable. Toi, tu t'entraînes comment pour développer ces habiletés mentales? Alors c'est depuis pas longtemps que je travaille avec une préparatrice mentale. Déjà j'ai découvert ça cette année, début 2020. Début 2021. Et c'est vrai que j'avais un peu mis de côté tout ce qui était prépa mentale. Et en fait, je me suis rendu compte que sur ces dernières années, mes performances telles quelles, c'est-à-dire mon résultat de la compétition, il correspondait pas forcément à mes capacités qu'on pouvait observer pendant des entraînements ou quoi que ce soit. J'étais souvent déçue
du résultat. Et je me suis dit, il me manque quelque chose, il faut que je travaille sur quelque chose. Et du coup, j'ai décidé de m'intéresser un peu plus à ça. Et voilà, du coup, je travaille aujourd'hui avec une préparatrice mentale. Et bon, le travail est assez récent, donc aujourd'hui, j'ai pas forcément de recul pour expliquer ce que je fais, mais elle me ressent beaucoup sur moi et il y a plein de choses parce que je suis un peu j'ai tendance à partir un peu, à me déconcentrer facilement, donc voilà, on essaye de travailler aussi beaucoup sur soi-même. Tu dis que tu te recentres sur toi, donc est-ce que tu penses qu'il est important de se connecter avec soi-même? Oui, c'est très important parce que c'est notre force finalement, notre caractère personnel, enfin notre être-soi, c'est notre force, c'est ce qu'on sait le mieux faire entre guillemets. Donc c'est quelque chose qu'il faut travailler et voilà, c'est important de courir avec une partie de nous pendant les compétitions, etc. On va revenir un petit peu sur du coup sur ton parcours. Tu disais que ça avait été compliqué parce que du coup tu n'avais pas eu d'horaire aménagé tout ça, mais est-ce que ça n'a pas eu effet pour l'effet de construire ta confiance en toi dans cette période-là? Ah bah si, clairement aujourd'hui je dois beaucoup à ces années. Ça c'est sûr que ça m'a permis de prendre confiance en moi parce qu'en fait j'avais pas le choix, comme je l'ai dit, j'avais pas le choix à part voilà ma sœur, mes proches, mes parents et un coach qui m'aidait. J'avais personne d'autre, donc forcément je savais ce que je voulais, mais il fallait que je me fasse confiance à fond parce qu'en fait je rentrais, des fois il était 18h du lycée et j'avais encore 2 entraînements à passer derrière et je le faisais. Il y avait personne qui m'attendait chez moi pour me dire c'est l'heure de repartir courir. Je le faisais toute seule et parce que je savais exactement où je voulais aller. Et finalement ce qui est assez fou, c'est que après au fil des années du coup j'ai obtenu mes premières sélections en équipe de France et ces horaires aménagés, donc cet accès au Krebs. Et en fait, j'ai reperdu confiance en moi dans ces années. Donc voilà, ma confiance en moi, elle a beaucoup évolué dans ma carrière. Et en fait, le fait d'être dépendant d'une fédération, d'être dépendant de beaucoup de gens autour de nous, ça m'a fait un peu perdre cette confiance en moi parce que j'avais toujours besoin dans mes choix, dans les choix que je faisais, j'avais souvent besoin que quelqu'un me confirme que c'était le bon choix. Bon, c'est bon. Les problèmes techniques résolus, on peut repartir sur notre vidéo. Du coup, on était en train de parler de ta confiance qui s'était construite du coup dans tes années lycée. Et ensuite, tu disais que tu avais eu un petit moment un peu plus difficile quand tu étais rentré au Krebs, si je me trompe pas. Et parce que du coup, vous étiez prise en charge totalement et finalement le côté être pris en charge, pas forcément quelque chose auquel tu étais habitué. Ouais, c'est exactement ça. Pour résumer, c'est vraiment ça. Aujourd'hui, tu as trouvé une solution qui te correspond le plus, c'est-à-dire comment tu fais, tu mixtes? Ouais, c'est ça en fait. Je pense que c'est ça, je mixte un peu. Donc je m'entraîne toujours au Krebs, toujours avec le même entraîneur et je suis moins dépendante de la fédération, donc j'essaye de faire mes propres choix de compétition, j'ai mon propre calendrier à construire et c'est vraiment important pour moi de me retrouver et de me refaire confiance vraiment sur ça en fait, sur des choses sur lesquelles on n'avait plus du tout la main en fait. Est-ce que ça a changé quelque chose pour toi d'avoir un regard du coup différent, puisque quand tu étais toute seule, voilà, je veux dire petit cercle pour s'entraîner, le fait de rentrer dans une structure plus grosse, est-ce que du coup le regard des autres qui s'est porté sur toi, ça a été quelque chose de compliqué à gérer ou pas? Pas du tout parce que à la différence de ma sœur, j'ai plutôt un fort caractère et je pense que c'est lié du coup à ça. En fait, je pense que c'est lié au fait que je suis arrivée et que j'avais pas forcément un tapis rouge qui a été déplié devant moi. Du coup, j'ai dû m'imposer en fait et du coup voilà, ça a pas du tout été un problème. C'est pas un poids pour moi. Comment tu fais quand dans un projet les gens ils croient pas en toi? Comment tu fais toi pour dépasser ça? Parce que finalement, quand on te dévoile, enfin en tout cas on te met pas le tapis rouge, ça veut dire que voilà, les gens ils sont un peu mitigés sur tes éventuelles performances à venir. Donc du coup, comment t'as fait pour dépasser tout ça? Ouais, c'est vrai que ça a été assez compliqué parce que même si les gens ils l'expriment pas forcément directement, qu'ils ont pas confiance en toi, ça se ressent en fait.
Ça se ressent parce que quand tu perfs, je me rappelle la personne en question qui avait rejeté ma demande de candidature pour entrer au pôle et donc pour avoir ses horaires aménagés la première année. Elle était même pas venue me voir me féliciter de ce titre de championne de France et en fait il était presque gêné et c'est vrai que ça c'est quelque chose qui se ressent en fait et moi c'était presque une vengeance personnelle donc finalement c'était assez simple de rester positif parce que j'étais dans cet esprit tu vas leur prouver qui se trompent. Ouais, tu t'es lancé un défi à toi-même et quelque part, le fait que certains ne croient pas en toi, ça t'a encore plus boosté à leur montrer que tu étais largement capable de le faire. C'est ça. Donc, du coup, pour te motiver, parce que du coup, c'est pas un sport très facile, que tu pratiques, c'est même très dur. Est-ce que t'as des trucs pour te motiver un petit peu? Parce que c'est, aller dans l'eau quand il fait froid, courir quand il pleut en ce moment, enfin c'est pas rigolo quoi. Ouais, c'est vrai que c'est c'est un sport qui se pratique en extérieur, donc on a les conditions climatiques qui jouent aussi sur notre humeur souvent. Je sais que plonger à 8 heures dans l'eau froide, c'est ma hantise. C'est le truc que je redoute le plus, mais je pense que pour garder une certaine motivation, c'est important de se fixer des objectifs à court terme en fait, presque semaine par semaine. Et il faut que ces objectifs, ils construisent le projet à long terme, en fait. Je pense que c'est comme ça que je fonctionne. Voilà, je me dis cette semaine, tu te focalises sur ça. Ce mois-là, t'essayes de battre ton temps sur 5 kilomètres, des choses comme ça. Et c'est très important parce que notre période hivernale, elle est assez longue en triathlon. Et je pense que si on se met pas des petits défis personnels, c'est compliqué et c'est long d'attendre la première course. Donc je suis assez curieux que tu me dises comment tu fais pour du coup te jeter dans l'eau froide là, le matin tôt à 0 degré là, mentalement comment tu t'y prends? Oula, je pense que je suis pas la mieux placée. J'attends que l'autre saute et me dise, qu'il me crie si elle est froide ou pas. Non, sérieusement, après, je dis ça, mais elle est pas si froide que ça, l'eau. C'est surtout que le bassin il est extérieur et qu'en fait c'est le moment de sortir des vestiaires et d'aller dans l'eau qui est le plus dur. Mais on sait qu'au bout de 200 mètres c'est bon, on est chaud et ça passe. Puis aussi ça réveille bien, donc finalement j'aime pas les journées où je nage pas le matin parce que j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose le matin. Ça me réveille en fait. Je sors de la natation et voilà, j'ai bien attaqué ma journée. Tu m'étonnes que ça réveille. Je crois que t'as pas de problème. Toi, si t'as une coupure d'eau chaude, ça va, tu vas y arriver quoi. Ah non, mais en vrai, je pense que on est parce que connaissant les autres athlètes du crêpe de Montpellier, on est très frileux, mais je pense parce qu'on craint ça en fait. Et voilà, l'eau elle est à 26 degrés, voire des fois 27, 28. Elle est pas froide du tout, mais c'est la température extérieure qui fait bizarre. Et du coup, on est assez frileux. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'avoir à gérer, tu me l'as déjà dit tout à l'heure, mais du stress ou de la pression? Alors, tu m'as plus parlé de pression tout à l'heure, mais est-ce que le stress, c'est quelque chose que tu ressens dans tes compètes importantes ou aux entraînements peut-être? Oui, pour redire un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est vrai que le stress, je l'ai et en fait, c'est important, je pense. Et en fait, je savais mieux le gérer quand j'étais un peu hors fédé, etc. C'était vraiment ma montée d'adrénaline qui me permettait de faire de repousser mes limites en fait. Et aujourd'hui, donc dernièrement, ça a été plus compliqué parce que comme je l'ai dit, il y a les enjeux. En fait, on se rend plus compte des enjeux financiers, etc., des enjeux de sélection aussi, parce que quand on prend le départ d'une Coupe d'Europe et qu'on sait que voilà, telle place tu pars au championnat d'Europe, telle place tu regardes à la télévision, c'est compliqué et en fait ça nous fait se projeter que sur la place finalement et on oublie un peu le côté réussir sa course étape par étape. Et du coup, ça aussi, c'est quelque chose que je commence à intégrer dans mon entraînement via la prépa mentale. Et du coup, ça a un petit peu marché sur ma dernière course. C'est vraiment de me focaliser sur mes points forts. Voilà, je sais que je pars maintenant avec une liste.
comme je pars avec ma liste pour pas oublier les choses avant le voyage des compétitions, maintenant j'ai ma liste avant ma course que je relis avec mes points forts dans les 3 disciplines et je me focalise beaucoup là-dessus. C'est un peu du coup se focaliser aussi sur les moyens de réussir et pas forcément être focus sur le résultat, parce que au final le résultat de toute manière il est toujours incertain, parce qu'il y a quand même beaucoup de concurrence, je suppose, et la seule chose sur laquelle tu as de l'impact, c'est les moyens que tu vas te donner pour être au top le jour J, quoi. C'est ça, exactement. Bon, en tout cas, tu me dis que ça a marché sur la dernière course, donc il faut continuer, hein. Oui, bah je compte vraiment. J'ai vraiment installé une préparation mentale régulière sur tout 2022, voilà, à hauteur d'une séance toutes les 2 semaines, et plus le travail qui sera fait de mon côté. Et j'espère que ça va payer. Et je pense que c'est vraiment important. Si je devais regretter quelque chose dans mes années plus jeunes, ce serait ça. Ce serait de ne pas avoir commencé plus tôt. Et aussi tout ce qui est étirement, etc. C'est vrai qu'on oublie vachement les à côté de la performance. C'est rien, c'est le pour sauter dans l'eau froide. Et on néglige vachement les à côté, nutrition, étirement, récupération, sommeil, prépa mentale. Et en fait, aujourd'hui, on est arrivé à un niveau dans le sport où tout ça, c'est les petits plus qui vont aller chercher la performance finale, et c'est extrêmement important. Ce qui est important de prendre conscience, c'est surtout que la performance, elle est constituée de plein de déterminants différents qui peuvent être de l'ordre technique, tactique, physique, le mental, mais aussi les aspects, comme tu disais, les aspects nutritionnels, et finalement tout vient interagir les uns avec les autres, donc tu peux rien négliger si tu veux être performant. Exactement. Et c'est souvent les athlètes qui du coup sont très pointilleux sur finalement cette alchimie entre tous les éléments qui sont souvent les plus performants, hein. Donc et souvent ceux qui se blessent le moins. C'est ça aussi, ouais. Bon, en tout cas, tu es sur la bonne voie. Tu disais que donc du coup tu faisais une séance tous les 15 jours et que du coup tu travaillais entre les deux, c'est ça? C'est ça, ouais. OK. Du coup, ça se passe comment? Donc tu fais parce que c'est toujours intéressant d'en parler, on n'en a pas parlé encore dans les différents épisodes. Ça se passe comment une préparation mentale? Alors moi, j'ai fait le choix déjà d'arrêter la visio. Avant j'étais avec un autre prépa mental en visio, et c'est vrai que j'ai préféré être avec quelqu'un sur place. Je pense que c'est plus important parce que c'est bien aussi qu'il voit comment je me comporte en fait. Et ce qui est vraiment intéressant, ce qui est un petit plus, c'est que cette personne se déplace sur certains de mes entraînements. Donc c'est encore plus important, elle apprend à me connaître aussi, et voilà. Et la dernière fois, je sais que elle avait pas forcément prévu quelque chose, parce que c'était ma dernière course de la saison et c'était une des premières séances qu'on faisait ensemble. Donc là, je remonte à octobre. Voilà, elle m'a dit qu'est-ce qui te fait peur pour cette compétition, et avec on a échangé, et en fait on a fait en sorte que le stress que j'avais à l'approche de cette compétition soit diminué le plus possible, et du coup c'est là où j'ai créé ma liste de choses positives, ma liste aussi pour me reconcentrer, parce que c'est vrai que j'ai tendance à partir. Voilà, j'avais un petit planning avec un timing, des choses précises que je voulais faire juste avant le départ, pour pas être dans l'euphorie de me dire ah mince, j'ai pas fait ça juste avant le départ de la course. Donc en fait, je suis arrivée beaucoup plus sereinement, et je pense que c'est ça aussi l'intérêt d'une prépa mentale, c'est d'arriver sur la ligne de départ avec encore 100% de sa pile d'énergie et serein, en fait. Serein du travail qu'on a fait, et serein de ce qui s'est passé avant, et de pouvoir exploiter ses capacités physiques à 100%. Oui, du coup, ta préparatrice, elle t'a amené à checker tous les éléments indispensables à ta performance, et à relativiser un petit peu les peurs que tu pouvais avoir, pour pouvoir finalement t'en défaire et pouvoir être concentré juste sur la performance et les choses que tu avais à accomplir pour pouvoir avoir un résultat, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis aussi, je sais que j'étais hyper réac
Donc en fait, je pouvais m'énerver beaucoup, même sur des choses qui dépendaient pas de moi. Et ça, c'est extrêmement important. J'apprends encore, hein. Mais voilà, j'essaye de me focaliser que sur les choses sur lesquelles je peux avoir de l'impact. Et finalement, il y a des choses qui dépendent pas de nous, on peut rien y faire. Il faut vraiment essayer de les laisser de côté le plus possible. Ouais, ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille souvent. Par rapport à la psychologie de la performance, c'est d'apprendre à se focaliser sur les éléments en fait qui dépendent que de nous et d'essayer on va dire de se désencombrer des choses sur lesquelles on n'a aucune action, aucune incidence. Enfin voilà, on peut rien y faire quoi. Mais c'est pas toujours très simple, hein. C'est pas évident. Bah ouais, c'est pas évident et encore plus en triathlon, je pense, parce que malheureusement, c'est dur d'être concentré que sur soi et voilà, il y a l'autre qui agit vachement sur notre performance parce qu'une chute devant, faut quand même être concentré pour pouvoir l'éviter. Donc et malheureusement, c'est quelque chose, on peut rien y faire si ça chute devant quoi. Mais par contre, on peut réagir à ça correctement. Ouais, tu peux, oui. Et du coup, tu parles de concentration. Du coup, tu fais comment pour être très concentré sur tes courses? Qu'est-ce que tu mets en place? Là, j'essaye aussi de travailler sur ma respiration parce que je sais que souvent, on s'est rendu compte même à l'entraînement que quand j'étais un peu stressée, je me bloquais en fait. Du coup, beaucoup de travail de respiration. J'essaye de faire un peu de yoga. Bon, je pense que voilà, c'est pas directement lié, mais ça l'est quand même parce que ça me permet de me reconcentrer sur moi-même, d'être un temps avec moi et voilà, de savoir ce que j'ai à faire en temps et en heure avant la course, ça déstresse quand même un peu. Tu fais du yoga avant tes courses? Non, pas avant. Je le fais avant pas en mode yoga. Je fais beaucoup de mobilité, mais du coup, je prends un temps pour moi quand même, que avec moi, dans ma bulle. Ça c'est aller 2 heures avant la course en général. Tu fais pas comme ta sœur, tu peux pas te prendre un petit café? Non, j'aime pas le café. Il me semble que j'ai retenu ça, que ta sœur, elle aimait bien aller se faire un petit café ou un truc du style. Mais je crois que c'est un souvenir. Enfin, je sais pas si c'est elle ou... Non, je crois que je me trompe. C'est Lara Grandjean qui aime bien se faire un petit café avant de se jeter à l'eau avant les courses. Voilà, je suis confondu avec ta sœur. Il paraît que pour avoir une force mentale, il faut rien lâcher. Alors j'ai envie de te dire, j'ai l'impression que tu lâches rien. Et est-ce que pour autant tu as une force mentale? Je pense qu'il faut un juste milieu parce que il faut rien lâcher. J'étais d'accord avec ça avant et malheureusement ça m'a amené à certaines blessures parce que malheureusement la méthode bourrin c'est pas forcément celle qui est la plus efficace. Je pense qu'il faut rien lâcher mais avoir une force mentale c'est plus que ça, c'est être capable de se dire à un moment donné ça me correspond pas, là j'en fais trop, attention. Et avoir une force mentale, c'est être sûr à 100% de nos choix et voilà et de se connaître. Et pour ça, il faut se connaître aussi, donc il faut des expériences, il faut des années de pratique, je pense. Moi aujourd'hui, je pense que j'en suis capable. Je l'étais pas avant et aujourd'hui j'en suis capable de me dire qu'à un moment donné, il faut aussi savoir s'arrêter avant la blessure. Donc il faut être capable de diminuer un peu. Et ça, malheureusement, il y a que nous qui pouvons le savoir. Du coup, est-ce que c'est la maturité qui t'a fait prendre conscience de ça ou c'est parce que tu t'es blessé que du coup ça t'a permis ensuite de te dire que il fallait faire différemment pour éviter les blessures et tout ça? Je pense qu'il y a un peu des deux. Forcément, ma fracture de fatigue, avec du recul, j'en ai trop fait, clairement. Hein. Cette année, j'en ai trop fait. Et il y a aussi beaucoup de maturité parce que des fois c'est dur de prendre des choix, de prendre des décisions, de faire des choix, de se dire là je vais courir, je vais peut-être pas faire cette rep, peut-être que ce sera la rep de trop. Et ça j'en étais incapable jusqu'à maintenant, d'ailleurs jusqu'à très récemment, j'en étais incapable parce que pour moi si l'entraîneur avait écrit 45 minutes, c'était pas 44 minutes. Et c'était un petit peu débile, hein. J'étais capable de faire 2 tours de rond-point en vélo parce qu'il me manquait 2 minutes. Et voilà, j'étais un peu comme beaucoup d'athlètes, hein, focalisée sur ce chiffre, sur cette sur ce volume horaire. Et je pense qu'il faut aussi se concentrer sur la manière et beaucoup s'écouter. Donc aujourd'hui, je suis capable de me dire que c'est peut-être
la rêve de trop et l'entraîneur il est pas là forcément parce qu'il est pas là tout le temps en triathlon. On est quand même assez autonome et il y a des fois où il est pas là donc il peut pas savoir et c'est à nous de le savoir. Ouais, c'est à vous de vous jauger, quoi. Exactement. Parce qu'après, ouais, le secret, c'est d'éviter d'être blessé. C'est parce que si t'es blessé, bah, t'es à l'arrêt. Si t'es à l'arrêt, tu fais pas de compète. Si tu fais pas de compète, bah, forcément, ça a des enjeux aussi, quoi. Donc, du coup, d'éviter d'être blessé. C'est ça. On arrive sur la fin du podcast. Donc, on n'est pas loin de conclure. Si, tu devais, donner quelques conseils à des jeunes qui veulent se lancer dans le triathlon, tu leur donnerais quoi comme conseil? Alors ça dépendrait de l'âge en fait. Comme je l'ai dit, des jeunes qui se lancent dans un projet haut niveau mais qui sont assez jeunes, je leur dirais de faire vachement attention à tout ce qui est à côté que j'ai un peu négligé, voilà, préparation mentale, sommeil, nutrition, étirement, etc. Et pour les plus jeunes, c'est de se faire plaisir. Je pense que c'est la clé aussi de la réussite, hein, parce que en fait si on n'est pas heureux dans ce qu'on fait, c'est compliqué d'avoir un projet à long terme. Et non, de se faire plaisir et de pas trop en faire parce qu'on a le temps en fait. Les jeunes, ils ont le temps d'augmenter et pour progresser à un moment donné, il faut aussi augmenter la charge de travail. Donc si on a trop dès le début, ça va être compliqué après. Faut qu'ils se disent qu'ils ont le temps. Oui, et puis la charge de travail, elle peut augmenter de manière progressive avec l'âge aussi. Exactement. J'ai l'impression que je vois trop de jeunes qui s'entraînent trop tôt et c'est triste parce qu'à un moment donné ils pourront pas rajouter 2 séances de vélo, 3 séances de course à pied, c'est pas possible et il faut que ce soit progressif, faut que ce soit linéaire. Mais est-ce que c'est pas dû à la concurrence de l'étranger qui peut-être s'entraîne différemment aussi? Je sais pas, je pense que je sais pas, je m'en rends pas compte. Je pense que effectivement aujourd'hui il y a une densité dans le monde du sport et je pense qu'en France on est un pays qui est quand même bien placé dans le monde du sport international. Donc forcément on a envie de performer jeune et pourtant Mais en natation. Une des particularités de la France, c'est ce que souvent en fait l'athlète il mène un double projet, à la fois Oui. sportif, mais à la fois donc du coup scolaire, universitaire, pour pouvoir construire aussi son avenir après sa carrière sportive. Et parfois dans d'autres pays, en fait, ils font pas forcément toujours ces choix-là, quoi. C'est-à-dire que ils sont vraiment centrés sur le sport à fond, et pas forcément sur ce double projet comme on a su le mettre en place en France. Donc ça peut aussi jouer aussi sur les volumes, parce que finalement comment dire, si tu te focalises que sur une seule chose, forcément ton volume il peut être plus grand, quoi. Ton volume d'entraînement, je parle. Oui, ça c'est sûr. Et après, dans les sports où il y a beaucoup de densité, quand c'est pas forcément le cas dans les autres pays, c'est plus simple aussi parce que faut pas oublier, malheureusement que je pense que en France, en tout cas en triathlon, il y a une grande densité et aujourd'hui, à part 3-4 triathlètes qu'on peut voir à la télé, financièrement c'est pas facile. Et du coup le double projet il est pas négligé parce qu'aujourd'hui d'être un sportif qui gagne sa vie à 22 ans en France c'est compliqué. Moins de jouer au foot. Et encore peut-être. Je me suis trompée de discipline. Ouais. Non, mais il y a des sports qui sont plus médiatisés, c'est sûr, et qui finalement génèrent beaucoup plus en tout cas de partenaires financiers pour les athlètes, c'est évident. Oui, c'est ça. Alors le petit mot de la fin, si tu devais nous donner une citation ou une phrase qui t'inspire au quotidien, ça serait laquelle? Il y en a plusieurs quand même. Mais ouais, c'est comme ta sœur, tu les as toutes sur le frigo? Non, je les ai pas sur le frigo, mais je les ai sur des petites cartes postales que j'ai dans mon bureau. Et il y en a une, c'est de Ali, et il dit on ne devient pas champion dans un gymnase, on devient champion grâce à ce qu'on ressent. Et c'est vrai que finalement, j'aime bien celle-là. Et pourquoi, du coup? Parce que je pense que aujourd'hui, moi en fait, je pense que c'est ça, c'est un sentiment, c'est une émotion. Mon premier titre de championne de France, il m'a apporté tellement de bonheur qu'en fait, c'était un cercle vicieux. Je voulais y retourner. je voulais y retourner et je pense que il y a des gens pour qui gagner, c'est pas forcément ça déclenche pas le même sentiment en fait et du coup, c'est là où on voit la différence entre quelqu'un qui va faire du sport loisir et quelqu'un qui va faire du sport de haut niveau. Ok,
Bah écoute, merci beaucoup Célia pour cet entretien et de nous avoir parlé De rien, de ton avec plaisir. mental, de ce que tu penses et de ce que tu vis au quotidien dans le triathlon. Et écoute, on te souhaite plein de bonnes choses. C'est quoi ton actualité du moment là? Alors là, du coup, c'est la période un peu, un peu de travail où il n'y a pas grand chose. Mais vu que c'est ma dernière année espoir en 2022, c'est vrai que les championnats d'Europe et championnats du monde espoir, ça serait un bel objectif. Et voilà, et récemment, du coup, ma dernière compétition, c'était un top 10 sur Coupe d'Europe Elite. Et ça faisait longtemps que j'étais pas rentrée sur un top 10 sur Coupe d'Europe Elite, donc ça s'est fini sur une note positive. Et c'est toujours mentalement important, et surtout pour reprendre une saison, et c'est chouette. Bon, en tout cas, on te souhaite plein de bonnes choses. La saison reprend quand? En mars, avril, voilà. Du coup, toujours sur les Coupes d'Europe, Coupe du Monde, et sur le circuit français qu'on peut suivre sur l'équipe 21 un petit peu. Voilà, avec le club d'ici Moino et ma sœur. C'est important de courir avec ma sœur. Ça aussi, c'est vrai que j'en ai pas beaucoup parlé, mais quand je sais qu'elle est inscrite sur la même course que moi, c'est pareil, c'est un plus. Ça m'apaise aussi, je sais qu'elle est là, qu'elle est à côté, et voilà. C'est important. Bon, vous êtes là en tout cas, pour vous serrer les coudes et pour être performante sur les mêmes courses. Ça va être sympa. C'est ça. Bah ouais, et puis d'autant plus que en triathlon, il y a le relais mix qui est une épreuve assez récente, qui a été aux Jeux Olympiques de Tokyo pour la première fois. C'est une discipline où la France est très performante, et du coup, avec ma sœur, c'est vrai que depuis petite, on a toujours eu ce rêve de faire partie d'un relais. Et c'est toujours d'actualité, hein. C'est toujours notre rêve, et du coup on a été vice-championne de France toutes les deux avec le club d'Étienne Moïno en relais mixte, et on a fini 5e des championnats d'Europe là en octobre de relais mixte, toutes les deux pareil dans la même équipe, et c'était le meilleur résultat que le club ait obtenu, donc c'est super, et voilà, on se met toujours des objectifs un peu plus hauts, et on a vraiment envie de croire en cette médaille au championnat d'Europe de relais mixte ensemble, donc on va tout faire pour aller la chercher en tout cas, c'est en 2022. Tout ce qu'on peut vous souhaiter. Merci. Merci beaucoup, Célia. Et puis, écoute, à très vite. Et puis, on suivra vos exploits à toi et à ta sœur à partir du mois de mars, si j'ai bien compris. Ouais, c'est ça. Merci. C'était Célia Merle pour le podcast Parlons de votre mental. J'espère que cet épisode et notre amitié vous auront inspiré. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser des étoiles et un commentaire sur votre plateforme de diffusion. Je vous invite également à vous abonner au podcast si vous souhaitez être informé des derniers épisodes qui sortent. Je vous remercie pour votre écoute et votre soutien, et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine avec un invité particulier, un entrepreneur et surtout un confrère créateur du podcast Les Frappés, Loïc Blanchard. Je vous dis à la semaine prochaine.